Salut les Jaguars et bienvenue sur cette première vidéo tuto. Donc comme promis, une vidéo qui s'adresse à un public non initié, les débutants et les parents. Je vous rassure, vous n'allez pas voir ma tête comme ça tout au long de la vidéo. Je vais me baser sur un PowerPoint que j'avais créé il y a quelques temps déjà et qui en plus de ça va nous permettre d'avoir un son de meilleure qualité. Donc voilà, on va attaquer pour ce tuto spécial règles du baseball. Alors, qu'est-ce que c'est le baseball? Ce sont deux équipes qui s'affrontent, deux équipes de clubs différents. Ils peuvent être 9 sur le terrain, mais jusqu'à 18 sur la feuille de match et sur ce qu'on appelle le roster, et non pas le roadster. Le roster, c'est les véhicules avec un gros moteur qui vont très vite. Et nous, on parle de roster, donc c'est la liste des joueurs qui sont amenés à pouvoir rentrer en jeu. Alors, 18 joueurs, 9 sur le terrain, donc vous voyez, le coach a la possibilité de changer toute son équipe s'il le veut sur un même match. Donc, comme j'ai dit, ce sont deux équipes de clubs différents qui jouent l'un contre l'autre. Généralement, le baseball est adressé à un public masculin et les filles, elles, s'adonnent au softball. Et elles se pratiquent, évidemment, en extérieur. Donc évidemment, si je vous dis tout ça, c'est qu'il y a des exceptions. Vous n'êtes pas sans savoir que pour nos catégories jeunes, donc notamment en 15U et en 12U, et même en 10U cette année, on fait des ententes avec les clubs de Lunéville et de Strasbourg. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas l'effectif suffisant pour réussir à jouer le championnat, à s'engager sur un championnat sur la durée. Donc c'est une possibilité que nous laisse la fédération, donc de créer des ententes. Donc elles sont officielles et elles permettent donc à tous les joueurs, à toutes les équipes de pouvoir quand même s'adonner au baseball en compétition. La mixité. Alors la mixité, elle se fait surtout sur des tournois fun, donc des tournois loisirs en softball mixte. D'accord? Il n'y a pas forcément trop de mixité sur les autres disciplines, sauf depuis quelques années où les filles, si elles le souhaitent, sont autorisées à jouer en baseball en compétition, donc, mais uniquement jusqu'au niveau régional. Elles n'ont pas le droit de jouer sauf dérogation au niveau national. Et une particularité dans le Grand Est, mais aussi forcément dans toute la moitié nord de la France, le baseball se joue de temps en temps et le softball se joue de temps en temps donc en gymnase. Parce que voilà, il fait trop froid, les conditions extérieures ne sont pas forcément idéales. Donc ça nous permet de pratiquer en hiver. Quelque chose de particulier pour nos disciplines, c'est que c'est un des seuls sports collectifs où deux équipes s'affrontent où il n'y a pas de notion de but ou de panier. Hein, on n'a pas besoin d'amener la balle à un endroit précis pour marquer un point. Non, comme vous le savez, c'est les joueurs, en faisant le tour des bases, qui vont marquer un point. Et non pas si la balle arrive à un endroit particulier, on marque des points, etc. Sauf le cas du home run, mais ça c'est autre chose. La durée des matchs. Alors, on ne joue pas en temps limite, normalement, on joue en nombre de manches. Une manche, qu'est-ce que c'est? C'est quand chaque équipe est passée à la fois en défense et en attaque. D'accord? Oui, ce qu'il faut savoir, et parce que j'entends souvent cette question lorsque on m'en pose sur le baseball, mais toi, t'es plutôt avec la batte ou avec le gant? Eh ben, on est les deux. D'accord? Chaque équipe à tour de rôle doit jouer en attaque et en défense. Donc une manche, c'est quand les équipes ont fait leur boulot à tour de rôle. Et en France, on limite le nombre de manches à 7. Pourquoi? Tout simplement parce que, vu les distances qu'il y a entre les deux clubs, on doit faire jusqu'à 2 matchs dans la journée. Donc vous imaginez si on fait 2 matchs de 9 manches, alors c'est le cas en première division, d'accord, donc la division élite, mais pour toutes les autres catégories, donc pour tous les autres clubs, donc ce qui concerne une majorité, on joue au maximum 7 manches, donc ce qui nous fait 14 manches dans la journée. Et du coup, voilà. On peut éventuellement, et c'est le cas aussi pour les divisions inférieures et surtout chez les jeunes, imposer un temps limite. D'accord. J'ai déjà participé et je peux vous dire que c'est pas forcément super agréable à des matchs qui durent plus de 4 heures, 4 heures et demie. Enfin, c'est pas amusant.
clairement. Généralement, si un match dure longtemps, c'est que le niveau n'est pas exceptionnel, qu'il y a beaucoup d'erreurs, en défense notamment, et que du coup, on n'arrive pas à faire les retraits pour passer à l'attaque. Donc du coup, en championnat régional 2, chez nous, les matchs sont limités à 2 heures de temps de jeu. En régional 1, sont limités à 3 heures. Et chez les jeunes, en fonction de la catégorie, ça va de 1 heure à 1h45 de temps de jeu. Donc tout ça pour limiter. Donc forcément, si au bout de ce temps-là, on n'a pas complété les 7 manches, c'est pas grave, il faut en faire un minimum que le match soit validé. Donc voilà, c'est pour ça, messieurs et surtout mesdames, quand on fait une journée de baseball, on ne peut pas vous dire à quelle heure on va rentrer à la maison. Chez les seniors, c'est totalement dépendant de la qualité du jeu. Donc, si on est rentré tôt, c'est que c'était des bons matchs. Si on est rentré tard, c'est que c'était des matchs pas trop super à regarder. Alors, qui gagne au baseball? Donc, ça, forcément, ça change pas forcément par rapport aux autres sports. C'est l'équipe qui a le plus de points. À la fin du nombre de manches imparties, ou à la fin du temps limite, comme on a vu. Sachez, autre particularité, qu'il n'y a pas de match nul possible au baseball. S'il y a match nul, on fait ce qu'on appelle une extra manche, donc un extra inning, avec des conditions de jeu particulières. Et donc chaque équipe passe de nouveau une fois à l'attaque et une fois en défense. Et si y a une des équipes qui marque plus de points que l'autre, elle a gagné. Il y a aussi un cas particulier où une équipe passe moins de fois à l'attaque que son adversaire. C'est dans le cas où on arrive sur la dernière manche de jeu, que l'équipe qui vient de passer à l'attaque est en dessous en termes de points. L'équipe qui va devoir passer à l'attaque à la toute fin du match, si elle est déjà en avance, elle n'a plus besoin de marquer des points. Donc du coup, vu que ça se joue pas au nombre de goal average, de points d'écart, le match s'arrête. Voilà, donc il y a la possibilité pour une équipe de passer 7 fois à l'attaque, et pour une autre, si elle gagne déjà, de ne passer que 6 fois. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, chaque équipe passe à son tour de rôle en défense et en attaque. Et là, on intègre les notions d'équipe recevante et équipe visiteuse. Alors c'est un avantage d'être l'équipe recevante au baseball, car on est les premiers en défense. Ça nous donne un petit challenge à la fin de chaque manche pour essayer d'égaler ou de dépasser le score de l'adversaire. D'accord, donc si l'adversaire vient de marquer 2 points à cette demi-manche d'attaque, c'est à notre tour, dans la même manche, à passer en attaque, et ben on sait qu'on a au moins 2 points à marquer pour rester à égalité, voire plus pour pouvoir les dépasser. Voilà, donc on a ce petit challenge à la fin de chaque demi-manche, de chaque manche, pour réussir à marquer les points. Alors, la défense. Comme je vous l'ai dit, donc le terrain a la possibilité d'accueillir jusqu'à 9 joueurs. Donc le terrain, vous le savez, c'est une sorte de quart de cercle, hein, avec donc un rayon et qui est en angle droit, comme ceci, et qui fait donc du marbre situé à cette zone-là jusqu'à la clôture, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, une centaine de mètres, un peu moins, un peu plus en fonction des terrains. Et l'espace de jeu, par contre, est tout le terrain. Même les espaces en dehors des lignes, là, sont des espaces de jeu. Alors, il y a l'histoire des territoires des bonnes balles et les territoires des balles fausses. Mais du moment que la balle est à l'intérieur du terrain, donc c'est-à-dire dans le terrain clôturé, donc à Nancy particulièrement, bon, on n'a pas de clôture, mais c'est matérialisé par la warning track, donc la piste qui est autour du terrain. À partir du moment où la balle est dans ce secteur de jeu-là, ça joue. Donc voilà pour le terrain. Les positions de défense, il y en a 9, d'accord, qui sont numérotées. Ça, c'est un code universel de 1 à 9. J'ai tendance à dire également qu'une défense est composée de 3 équipes. Alors, la première équipe, c'est l'équipe la plus connue, le lanceur et le receveur, donc les numéros 1 et les numéros 2. On l'appelle ça la batterie. D'accord. C'est clairement les postes les plus importants du baseball. Le lanceur, vous le savez, c'est celui qui lance la balle, qui essaye d'éliminer les frappeurs. Et le receveur, donc le catcher, c'est celui qui réceptionne les balles de son lanceur. Voilà. À eux deux, ils peuvent réussir, s'ils sont très forts et s'ils dominent, à faire gagner un match sans faire jouer forcément les autres copains. Donc c'est rare,
d'accord? Mais ça peut arriver. La deuxième équipe, c'est le champ intérieur. Alors le champ intérieur, il comprend les positions de 1 à 6, mais il y en a 4 qui sont à part et qui forment l'infield. Donc le première base, position numéro 3, le seconde base, position numéro 4, le troisième base, position numéro 5, et l'arrêt-court ou le shortstop, position numéro 6. Ces quatre-là, en plus de la batterie, sont au fond. Ce sont les premiers qui vont être en contact avec la balle si la balle est frappée à l'intérieur. Donc, ce sont des joueurs généralement qui sont assez habiles, assez vifs, qui ont des bons réflexes, d'accord, qui n'ont pas peur de la balle et qui vont devoir lancer la balle aux premières bases pour faire des éliminations. Et la troisième équipe de la défense, ce sont les champs extérieurs, donc ce qu'on appelle en anglais l'outfield, donc les positions 7, 8 et 9, avec en capitaine de champ, donc le champ centre, celui qui est au milieu, comme mes 18 le disent, le champ milieu, le champ gauche qui est à sa droite et le champ droit qui est à sa gauche. Évidemment, là, donc c'est un peu, on a une vision du dessus, mais quand on est sur le terrain, c'est inversé. Hein. Donc le champ centre, lui, regarde dans cette direction, donc à sa gauche, il a le champ droit et à sa droite, il a le champ gauche. Donc ces joueurs-là, eux, ont pour but de réceptionner les balles qui ont passé le champ intérieur là, et surtout le but de rattraper les balles qui sont en l'air, qui viennent en l'air assez loin, et qui donnent la possibilité donc d'éliminer les frappeurs. Donc voilà pour les positions de défense. Donc ces numéros-là sont appris généralement assez tôt, lorsqu'on commence le baseball, ça ne change pas. Position 1, position 2, position 3, position 4, position 5, sachant que ça n'a rien à voir par contre avec l'ordre que les joueurs vont avoir à la frappe. D'accord, on va y revenir juste après. Donc, justement, l'attaque. Comment ça se passe? Les 9 attaquants se présentent tour à tour et respectent un ordre de passage qui est défini et qui ne bouge pas, qui est interdiction de bouger tout au long du match. Ça veut dire que si le frappeur numéro 1 est numéro 1, il est frappeur numéro 1 jusqu'à la fin de la partie. Le frappeur numéro 2, idem, le frappeur numéro 3, etc. La seule fois où on a le droit de changer, c'est quand il y a un remplaçant qui rentre en jeu et le remplaçant rentre dans le line-up, donc c'est l'ordre au bâton, à la place de celui qui va remplacer. D'accord? On ne peut pas changer, donc imaginons il y a un remplaçant qui rentre en position frappeur numéro 4, à la place de celui qui était numéro 4, il doit rester numéro 4, et les autres ne peuvent pas bouger. Chose qui est aussi importante à signaler, c'est que lorsque on se représente sur une nouvelle manche d'attaque, celui qui va frapper en premier, c'est pas forcément celui qui est le numéro 1, d'accord, c'est celui auquel on s'est arrêté avant. Donc par exemple sur la manche précédente, les frappeurs 1, 2, 3, 4, 5 sont passés à l'attaque. La manche après, ce sera au tour du frappeur numéro 6 de se présenter à la batte, ensuite le 7, le 8, le 9, et on revient au 1, 2, 3, 4, etc. etc. Le but pour ces attaquants, c'est de frapper une bonne balle du lanceur. D'accord? Donc comme sur le petit dessin ici, on reviendra juste après sur ce qu'est une bonne balle, et après de courir vers une ou plusieurs bases une fois qu'il a réussi à frapper. Donc il court vers la première base, il doit la toucher, donc marcher dessus obligatoirement. Et s'il le souhaite, à ses risques et périls, ou s'il en a la possibilité, il peut en faire plusieurs. Donc il peut aller se rendre jusqu'à la deuxième base, jusqu'à la troisième base, et même faire le tour des bases sur une seule frappe. À partir du moment où il a réussi à faire ça, il va marquer un point. Donc généralement, on avance au coup par coup, une fois qu'on a réussi à arriver sur une base, les attaquants, les copains qui passent derrière nous, nous font avancer en frappant à leur tour là-bas. Alors un frappeur qui est éliminé, il ne l'est pas définitivement. D'accord? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut nous entendre.
C'est que une fois qu'on s'est fait éliminer, donc on était le frappeur 2, on s'est fait éliminer par la défense, on revient à notre tour au jeu après le frappeur 1. D'accord, donc on vient de se faire éliminer, frappeur 3, frappeur 4, etc. jusqu'au 9 passe. Le 1 repasse juste après nous. Et ben c'est de nouveau à notre tour en tant que frappeur 2 de se représenter. Donc on peut se faire éliminer autant de fois qu'on veut par la défense. On repassera jusqu'à la fin du match, sauf si le coach a décidé de nous remplacer, parce qu'on n'arrive pas à aller sur la salle. Un petit cas particulier, donc le frappeur désigné, qu'on surnomme donc DH en baseball ou DP en softball, lui, il a comme rôle de frapper à la place d'un joueur qui ne peut pas. Alors, en baseball, il ne peut frapper que à la place du lanceur. Pourquoi? Parce que le lanceur, c'est le joueur le plus important en baseball. D'accord, c'est celui qui a le rôle le plus compliqué et du coup, souvent, on essaie de le préserver et de lui faire que son travail qui est très dur, qui est déjà de lancer et d'essayer d'éliminer les frappeurs, pardon. Et pour cela, donc, on va lui mettre un remplaçant qui, lui, va passer que à l'attaque. D'accord, il ne sera pas en défense, il va le remplacer sur cette position. En softball, c'est encore particulier. Le frappeur désigné peut remplacer n'importe quel joueur sur la défense. Voilà. Pareil, je ne sais pas pourquoi c'est pas possible en baseball, mais c'est comme ça, c'est la règle. Et puis voilà. La zone de strike. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important pour les parents, peu importe, mais pour vous, frappeurs débutants, c'est très très important d'avoir conscience de votre zone de strike. Alors, la zone de strike, c'est une zone dans laquelle le lanceur doit lancer. Donc c'est un volume qui passe au-dessus ici du marbre, qui est aussi large que le marbre, mais qui va varier en hauteur en fonction du frappeur qui se présente. Donc plus on va être petit, plus la hauteur va être réduite, et à l'inverse, plus on sera grand, plus la zone sera grande également. Donc la zone communément, elle s'arrête en hauteur au niveau des aisselles, d'accord, et au niveau des genoux en bas. Voilà. Alors, sachez qu'il y en a qui peuvent tricher et essayer de se faire tout petit. L'arbitre n'est pas bête, il calcule la zone de strike en fonction d'une position, ce qu'on appelle une position normale du batteur au moment où il arrive. Donc, il juge à peu près au niveau de sa taille quelle va être la zone de strike. Donc, ça sert à rien de se faire tout petit, tout petit, tout petit pour mettre en difficulté le lanceur. À part vous mettre vous en difficulté parce que vous n'êtes pas bien positionné, c'est pas forcément utile. Donc voilà, le but du lanceur, c'est de lancer dans cette zone. Donc, et ici, derrière, il n'est pas représenté, mais on a le receveur donc, qui reçoit ses balles. Le compte. Chaque frappeur arrive, donc se présente au marbre ici avec un compte. Le compte, c'est le nombre de balles qu'il a et le nombre de strikes. Alors, une balle, c'est un mauvais lancer du lanceur. C'est-à-dire que c'est un lancer qui va aller dans cette zone ici, tout alentour, là où c'est marqué non, et qui va être comptabilisé contre le lanceur. Un strike, à l'inverse, c'est une balle qui va être lancée ici, donc dans la bonne zone. Le lanceur a le droit à 3 balles maximum. À la 4e balle, le coureur a le droit à sa base. Et le frappeur, à lui, a le droit à 3 strikes, enfin 2, et au 3e strike, il va se faire éliminer. Donc le compte, c'est le nombre de balles et le nombre de strikes que le frappeur possède au moment où le lanceur lance sa balle. Un strikeout, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est si le frappeur arrive à lancer 3 fois la balle dans la zone de... Le lanceur, pardon, arrive à lancer 3 fois la balle dans la zone de strike sans que le frappeur puisse la frapper. Ou surtout la mettre en jeu sur le terrain. Donc, je vais revenir juste sur la petite diapositive avant. Mettre en jeu une balle, on doit la mettre dans cette zone ici. D'accord, donc c'est la zone des bonnes balles.
Si on la met en dehors du terrain, elle est considérée comme une fausse balle. Par contre, elle compte quand même sur notre nombre de strikes, d'accord? Si à partir du moment où le frappeur essaye de swinger, donc de prendre un élan, essayer de frapper la balle avec sa batte, ça compte comme un strike. Même, et ça c'est super important, même si la balle n'était pas dans la zone de strike. Ça c'est son choix. D'accord? C'est au choix du frappeur. S'il a envie de frapper une balle qui est trop haute ou trop extérieure, il en a la possibilité, mais forcément il va se mettre en difficulté. Donc si le lanceur arrive à lancer trois balles, trois strikes pardon, dans la zone sans que le frappeur arrive à les toucher, ou elle arrive à les mettre en jeu, il est éliminé, ce frappeur. Le but sur balle, donc c'est à l'inverse, c'est le lanceur qui n'arrive pas à, à lancer dans cette zone de strike 4 fois. D'accord? Alors c'est pas forcément 4 fois de suite, c'est 4 fois sur le même batteur. Voilà. Comment on fait pour aller sur base? Donc plusieurs possibilités. On a le coup sûr, le hit. Alors ça c'est quand on arrive à frapper la balle, donc dans la zone du terrain, et que la défense n'a pas réussi à nous éliminer. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a le coup simple, d'accord? Si on arrive à aller uniquement jusqu'à la première base, il y a le extra base hit, là où on arrive à faire plusieurs bases en même temps sur la même frappe, et ce que tout le monde connaît, donc le home run, c'est-à-dire qu'on arrive à faire le tour de toutes les bases sur une même frappe. Alors il y en a deux, des home runs différents. Il y a le home run qu'on connaît tous, donc la balle qui sort en dehors du terrain. Clairement, à notre niveau, c'est très rare. D'accord. Même sur le terrain de Nancy, j'en ai jamais vu. J'en ai vu quelques-uns sur d'autres terrains, mais ça reste rare. Le home run un peu plus fréquent, c'est quand la balle arrive en jeu, reste dans les limites du terrain, assez loin quand même des bases, et qu'on a un coureur rapide qui arrive à courir la distance entre les bases. Alors, pour rappel, entre chaque base en distance senior, il y a 27 mètres. D'accord? Donc il y a un peu plus d'une centaine de mètres à parcourir pour les seniors. Chez les 15U, il y a 24 mètres entre les bases. Chez les 12U et chez les femmes, il y a 18 mètres entre les bases, et c'est exactement les mêmes distances pour les 18. D'accord? Donc il faut réussir à faire le tour des points enfin le tour des bases pour marquer un point. Donc voilà le home run, comment il peut être frappé. Voilà. Ensuite, les bébés, plus communément appelés but sur balle. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est lorsque le lanceur n'arrive pas à mettre la balle dans la zone de strike. Donc la zone de strike, c'est l'arbitre qui la juge. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est à lui de juger si elle est dans la zone ou pas. Donc si le lanceur lance 4 mauvaises balles, le frappeur a le droit automatiquement d'atteindre la première base, et uniquement la première base. Il existe une sorte de but sur balle un peu particulier, qui est le BBI, donc le but sur balle intentionnel, qui lui permet au coach si jamais on craint le frappeur ou dans des situations particulières, de dire, ben voilà, lui, j'ai pas envie qu'il frappe, qu'il tente sa chance pour frapper la balle, je veux qu'il atteigne automatiquement la première base. Donc ça, clairement, c'est lorsque c'est un très bon frappeur qui se présente, qu'il y a des points qu'il y a des joueurs qui sont sur base, et que s'il arrive à frapper et à faire un coup sûr, les points, les joueurs pardon, vont réussir à marquer des points. Une troisième façon d'atteindre la base, c'est la plus douloureuse, c'est ce qu'on appelle le hit by pitch, donc un batteur qui est atteint par la balle du lanceur. Donc ça, sachez forcément que c'est interdit par les règles du jeu qu'un lanceur lance la balle intentionnellement sur le frappeur. De toute façon, ça se voit. Hein, les lanceurs, voilà, on sait, ça se voit sur l'attitude, etc. Quand un lanceur fait vraiment exprès de lancer sur le frappeur, c'est clairement pas bien, d'accord. C'est pas des choses qui se font. Pareil, ça j'en ai vu que très rarement. Mais voilà. Donc sachez que si involontairement la balle du lanceur touche le frappeur, alors n'importe quelle partie du corps, n'importe quelle partie même des habits, des vêtements du joueur, sauf la batte, d'accord. Si sans faire exprès le joueur, enfin le frappeur veut se retirer, se protéger, s'enlever parce qu'il a vu la balle arriver et que malencontreusement la balle touche la batte,
c'est considéré comme une tentative de swing. D'accord? Ça, faut faire super attention. Lorsque vous voyez la balle qui s'approche de vous et que vous voulez l'éviter, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de protéger sa batte. D'accord? Donc de la protéger, de la mettre hors d'atteinte de la balle. Alors, je sais que c'est un réflexe qui est difficile à avoir, mais qu'il va falloir quand même apprendre. Parce que si la balle touche la batte et qu'elle rentre en jeu, ben, c'est comme si vous aviez frappé. Donc du coup, il va falloir courir jusqu'à la première base. Ça se voit assez régulièrement. Donc du coup, si la balle du lanceur touche le frappeur, il a le droit automatiquement d'aller en première base. Une quatrième façon d'aller sur base, c'est lorsque la défense fait une erreur. Donc généralement, c'est sur un coup sûr, enfin sur une frappe, d'accord. Donc là, le frappeur réussit à mettre la balle en jeu. Et du coup, elle se foire, tout simplement. Donc elle n'arrive pas à attraper la balle ou elle la lance mal. Donc du coup, le frappeur en profite et arrive jusqu'à la première base, voire même plus, si l'erreur était plus importante. Marquer un point, j'en parle depuis tout à l'heure, donc faire le tour des bases, sachant qu'un home run ne compte pas plus de points que ça, hein, c'est un point, si, enfin, le frappeur en tout cas marque un seul point. Par contre, s'il y avait des copains sur base au moment où il a frappé le home run, on va compter autant de points qu'il y avait de copains sur base. D'accord. Donc par exemple, on avait deux coureurs sur les bases. Le frappeur frappe un home run, donc il y a un point pour le premier coureur, un deuxième pour le deuxième, pardon, et le troisième point pour celui qui a frappé un home run. Donc clairement, s'il y avait personne sur base avant le home run, on ne marquera que un point. Il n'y a également pas de point si un joueur ne franchit pas, enfin ne fait pas le tour des bases. D'accord. On ne marque pas un demi-point parce qu'on a réussi à aller jusqu'à la deuxième base, ça n'existe pas non plus. Comment éliminer un frappeur? Alors là, il y a beaucoup de choses à faire, à retenir. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est un retrait surprise, donc surprise, donc qui est le strikeout. Donc ça, c'est le boulot du lanceur. Le but du jeu pour le lanceur, c'est de réussir à retirer les frappeurs sans qu'ils puissent avoir la possibilité de mettre la balle en jeu en frappant. D'accord? Donc je vous rappelle, si le frappeur se loupe 3 fois, il est éliminé. Ensuite, celui qui est le plus facile à retenir, c'est lorsque la balle est frappée et qu'elle est rattrapée de volée par la défense. D'accord. Donc ce qu'on appelle le catch-out. Donc que la balle elle monte très haut dans le ciel ou alors qu'elle vienne directement sur vous, si on l'attrape avant qu'elle touche le sol, le frappeur est forcément éliminé. Ensuite, possibilité, et ça c'est les jeux les plus courants, que on élimine un frappeur en envoyant la balle sur la première base. D'accord. Donc là, je rappelle que c'est uniquement les éliminations des frappeurs, hein, donc ceux qui viennent de frapper avec la batte. Donc en envoyant la balle sur la première base avant que lui ne l'atteigne. Donc là, clairement, les seuls qui sont en possibilité de le faire, c'est les 6 joueurs du champ intérieur, d'accord, donc numérotés de 1 à 6. Ils vont ramasser la balle au sol et ils vont la renvoyer jusqu'au joueur de première base qui, lui, va être en contact avec sa base, d'accord, c'est super important. Donc généralement on utilise le pied, mais s'il touche quand il est en possession de la balle, s'il touche la base avec sa main, sa tête, etc., ça compte aussi. D'accord. Il faut qu'il soit en possession, donc en contrôle de la balle, dans son gant, dans sa main, et qu'il touche la base. Dans le cas là, s'il le fait avant que le coureur ne la touche aussi, le frappeur est éliminé. Et ensuite, quatrième possibilité, c'est de toucher le coureur avec la balle en main. Alors, la balle, on doit toucher le coureur donc soit avec le gant, avec la balle dans le gant, soit avec la main et avec la balle dans la main. Alors attention, j'en vois souvent pour les premières fois qu'ils jouent, qu'ils lancent la balle sur le frappeur. Ça, il faut absolument pas faire. D'accord, c'est dangereux, ça fait mal. Donc du coup, on a la possibilité donc, de toucher le coureur, mais avec la balle en contrôle. Donc la balle dans le gant, paf, on le touche, ou la balle dans la main, on le touche également, et ça s'appelle un tag out. Voilà. Donc ça, c'était pour éliminer un frappeur. Comment éliminer un coureur? Alors,
On va faire, je pense, une vidéo spécifique sur ces choses-là. Euh, sur un slide, pardon, il y a deux fois éliminé un coureur, donc vous n'en tenez pas compte. Sur le forcé. Alors le jeu forcé, ça c'est quelque chose, c'est une notion qui a du mal à rentrer, qui est assez compliquée. C'est lorsque toutes les bases qui précèdent le coureur sont occupées par un autre coureur. D'accord. Sachant que le jeu forcé est automatique, pour un frappeur, il est obligé d'aller sur la première base. Les autres coureurs, s'il y a un trou sur les bases où il n'y a pas de coureur, ils ne sont pas forcés de courir à la base suivante. D'accord. Donc imaginons le cas classique. On a un coureur qui arrive jusqu'à la deuxième base. On n'a personne sur la première. On a le frappeur. Le coureur qui est en deuxième base, au moment de la frappe, n'est pas obligé de courir jusqu'à la troisième base. D'accord. Il peut attendre son tour. Par contre, s'il y avait eu quelqu'un sur la première base, il aurait été obligé de courir sur la troisième base, car le frappeur, lui, est obligé d'aller sur la première. Donc celui qui est sur la première, il est obligé d'aller sur la deuxième. Celui qui est sur la deuxième, il est obligé d'aller sur la troisième, sachant que on n'a pas le droit d'être deux sur une même base. C'est interdit. D'accord. Donc voilà. Donc en cas de jeu forcé, donc si le coureur est forcé d'aller à la base suivante, la défense peut essayer de l'éliminer sur le même principe que le frappeur, donc c'est-à-dire ils vont envoyer la balle à destination de la base où il est forcé de courir. Donc on reprend notre coureur qui est en deuxième base, avec un de ses copains qui est en première base, le frappeur, donc le troisième joueur, met la balle en jeu, elle arrive donc dans le champ intérieur, et le troisième base, lui, a la possibilité de s'installer donc sur sa base, donc de la toucher, d'être en contact avec, et la défense et ses copains de lui envoyer la balle avant que le coureur qui était en deuxième base n'arrive sur cette base-là. Donc si c'est le cas, le jeu est forcé, et donc du coup le coureur est éliminé. Et il y a la possibilité également de faire un double jeu, mais ça c'est pareil, on y reviendra un peu plus tard. Éliminer un coureur, donc le tag out, ça c'est comme tout à l'heure. Donc si on a un coureur qui passe devant nous au moment où on a la balle dans les mains quand on est en défense, si y a un coureur, un attaquant qui passe devant nous, et ben pouf, on peut le toucher. Donc même principe que tout à l'heure, avec le gant, avec la main nue si on a la balle dedans, et on peut le toucher et il sera éliminé. Troisième façon d'éliminer un coureur, alors ça c'est super dur à comprendre. Et pareil, on va faire une vidéo spécifique là-dessus. C'est le retour sur base tardif après un attrapé de volée. Sachez que lorsque la balle est rattrapée de volée, les coureurs qui étaient sur base doivent avoir été en contact jusqu'au moment où la balle a été attrapée de volée. D'accord. Et si ils ont décidé de partir, de courir au moment de la frappe, ils sont obligés de revenir sur la base. Et la défense peut amener la balle sur la base où ils étaient censés être pour les éliminer, mais ça pareil, on fera une vidéo vraiment spécifique dessus. Alors, les coureurs ont possibilité de casser ce qu'on appelle un jeu forcé et de voler des bases. Qu'est-ce que c'est voler une base? Donc c'est à l'initiative du coureur, notamment quand son coach lui demande, le coureur va avoir la possibilité, sans que son copain à la frappe mette la balle en jeu, d'aller sur la base suivante, ce qui s'appelle un vol de base. En baseball, il peut le faire à tout moment, à ses risques et périls. Il a même la chance de pouvoir prendre un peu d'avance, ce qu'on appelle le lead. D'accord. Et à tout moment, qu'importe où est la balle, il a la possibilité de partir jusqu'à la base suivante. Voilà. Et la défense, pour les éliminer, vont devoir procéder à un tag out. D'accord. Donc, ils vont devoir toucher le coureur avec la balle en main. Ce qui n'est pas une chose évidente. Donc, c'est pour ça qu'à un autre niveau, en tout cas, il y a beaucoup de vols de base sur des coureurs. Je ne vais pas dire forcément que des coureurs rapides, mais des coureurs qui ont un bon timing et qui savent à quel moment on peut voler une base. En softball, c'est un peu plus particulier, car le vol de base ne peut se faire que au moment où la lanceuse a lâché la balle, au moment où elle envoie la balle
moment, elle lance. D'accord? Donc la lanceuse lance vers sa catcheuse. Au moment où la balle quitte la main, seulement là, la coureuse peut voler une base. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a que 18 mètres à faire. Donc si on permettait de voler des bases comme en baseball, où là il y en a 27, si on permettait aux coureurs de faire ça, il y aurait des vols de base tout le temps, on n'aurait pas le temps de les toucher, donc du coup ça limite vraiment cette possibilité-là. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un seul coureur par base, on ne peut pas aller sur la base qui est déjà occupée, et on ne peut pas non plus, sous motif d'élimination, dépasser un coureur qui est devant nous. D'accord? Si on dépasse quelqu'un qui est devant nous, donc imaginons, moi je suis un coureur assez lent, j'ai quelqu'un de très rapide derrière moi, je cours le plus vite possible, sauf que le coureur derrière moi il est en train de me rattraper, il n'a pas le droit de me dépasser. S'il me dépasse, il est éliminé. D'accord? Voilà. Alors, oui, donc c'est bien la slide là. Donc on arrive sur deux choses spécifiques qui sont très importantes. Donc c'est la troisième équipe du terrain, d'accord, c'est l'arbitrage et le scorage. Donc ce sont les officiels. J'en ai fait un topo lors de l'Assemblée générale. J'en fais assez régulièrement avec mes joueurs. Sans eux, on ne peut pas jouer. D'accord, donc il y a généralement deux arbitres sur le terrain et un scoreur qui suit les actions du match. Donc leur rôle, très simple, donc sur les deux arbitres, c'est ce qu'on appelle l'arbitre en chef. D'accord. C'est celui qui est derrière le receveur, donc qui est habillé également avec sa grille, avec le plastron, etc., etc. Et c'est lui qui a le rôle le plus important, car c'est lui qui juge les lancers du lanceur. C'est lui qui dit si les balles sont bonnes ou pas bonnes. C'est un jugement qui est forcément totalement subjectif, d'accord, même si voilà, les arbitres essayent d'avoir la meilleure zone possible, et surtout la plus cohérente, ça peut arriver qu'ils se trompent. D'accord? Donc c'est humain, hein. Sachez qu'un arbitre, en tout cas un arbitre en chef, sur un match peut avoir jusqu'à 300 décisions à prendre. D'accord? Entre les annonces pour savoir si une balle est bonne ou une balle n'est pas bonne et les autres jeux, les autres, il a 300 décisions à prendre. Donc forcément, à un moment donné, il y a des fois où il va pouvoir, il va se tromper, quoi. Les arbitres de base sont très très importants aussi parce que ce sont eux qui vont se déplacer et eux juger tout ce qui se passe justement à côté des bases, d'accord, pour juger les jeux forcés. Voilà, parce que vous voyez l'arbitre de marbre qui est derrière, l'arbitre en chef qui est derrière le marbre, il a 27 mètres sur les côtés et une quarantaine de mètres en face de lui. C'est très difficile de juger si la balle est arrivée dans le gant du défenseur avant que l'attaquant touche la base. Donc du coup, l'arbitre de base, lui, il va juger ces jeux forcés, il va juger aussi les tag-out, donc quand les coureurs se font toucher par un défenseur avec la balle en main. Et donc voilà, il va être vraiment le maître du terrain, donc de toute la zone de jeu, et c'est lui qui va bouger le plus, donc il va suivre les coureurs pour réussir à vraiment être au plus près de l'action. C'est vraiment une aide très précieuse, hein. C'est très dur d'arbitrer seul quand on est à la plaque, puisqu'on on double son nombre de décisions à prendre quasiment, et surtout on est très loin. Voilà. Chose très très importante, on voit de plus en plus d'images voilà, dans le foot, voire même maintenant dans les autres sports où les arbitres sont pris à partie euh, par les joueurs, par les coachs. Sachez que c'est très codifié et un arbitre a la possibilité à tout moment d'exclure un joueur. Et surtout, il y a une forme de respect qu'il faut avoir envers ces personnes-là. Et je tiens à le préciser, c'est vraiment, voilà. On peut ne pas être d'accord avec les décisions. Par contre, il y a des discussions qui doivent être faites, d'un côté comme de l'autre, d'accord. Autant les coachs ne doivent pas s'adresser de manière trop véhémente à l'arbitre, autant les arbitres doivent aussi être à l'écoute des réclamations des coachs. Voilà, et tout ça se fait généralement en bonne et due forme. C'est vraiment très important. Et pour les parents à l'extérieur, vous n'êtes pas en mesure malheureusement de juger les décisions de l'arbitre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les meilleurs angles, vous êtes
éloigné du terrain, et de toute manière, ce n'est pas votre rôle. D'accord? Laissez l'arbitrage aux arbitres, que vous soyez joueur ou parent, s'il vous plaît. Voilà. Et vous verrez que le jeu s'en portera que mieux. Voilà. Donc, deuxième équipe sur les officiels, le scorage. Alors, le scorage, moi j'adore ça. Donc c'est ce que j'appelle donc le fil du match, et le scoreur ou la scoreuse va noter toutes les actions d'un match. Donc comment un coureur est arrivé sur base, comment il a réussi à avancer sur les bases au fur et à mesure. Donc est-ce qu'il a volé, est-ce que c'est son copain en frappant qui lui a permis d'avancer, etc. Comment il s'est fait éliminer. Enfin, vraiment tout ce qui va se passer sur le terrain va être notifié, codifié sur une feuille de score. Et on a la possibilité, sans même avoir filmé le match, de se refaire justement le film du match. Donc moi je sais, lorsque je suis pas présent sur un lieu de rencontre, donc notamment voilà, sur les matchs de l'équipe 2 par exemple, donc je regarde les feuilles de score et je sais si tel ou tel joueur a plutôt bien joué, a plutôt réussi à bien frapper, si tel ou tel joueur a fait des erreurs, etc. Et moi ça me permet d'avoir une image du match, savoir, voilà, ils ont gagné 8-4, mais ils perdaient 4-0, ils sont remontés au fur et à mesure, voilà, et c'est cette feuille-là qui va nous permettre de savoir tout ça. Et en plus, quelque chose dont je suis énormément friand, ça va nous permettre d'élaborer les statistiques. Alors, voilà, les stats, donc ça on en reparlera peut-être sur une vidéo explicative sur les différentes statistiques, mais c'est des choses que les coachs utilisent pour élaborer des stratégies de match. Voilà, on arrive sur la dernière diapo explicative des règles du baseball, qui est particulièrement adressée aux parents. On en a discuté avec vous pour la plupart, mais je veux vraiment que vous preniez conscience que dans notre discipline, surtout avec le jeune, vous êtes des complices précieux. Hein, je le mets, c'est vraiment important. Je le vois beaucoup avec ma catégorie 9U, 10U, où j'ai des papas qui sont 4 ou 5, qui m'aident, je ne vais pas dire au quotidien, mais à tous les entraînements, au match, etc. Et qui nous aident, nous les coachs, à gérer les matchs, à gérer les enfants également, car c'est pas forcément évident pour des coachs de le faire seul. Alors, plusieurs points importants. Donc, la communication avec les coachs et les autres parents, elle est fondamentale. Donc, on est tous bénévoles, d'accord. On ne joue pas la Coupe du Monde. Voilà, donc, on essaie vraiment de garder un esprit positif. Et la communication avec les coachs, entre les parents, se doit d'être dans cet ordre-là. D'accord? Ça se passe très très bien au club euh, depuis qu'on y est. Il n'y a pas de raison que ça change, mais voilà, je voulais vraiment faire un point particulier sur ça, c'est super important. Autre chose, même si c'est un sport compliqué, on joue pas beaucoup, hein, je pense que vous l'avez, donc encore moins maintenant, donc là ça va être particulier, mais assurez-vous s'il vous plaît un maximum de la présence de vos enfants euh, pour les matchs, d'accord, c'est super important, hein, on n'est pas assez régulièrement, et du coup s'il en manque un, deux, trois, eh ben, on peut vite se retrouver en difficulté, et surtout dites prévenez les coachs que votre enfant sera présent ou ne le sera pas. D'accord. On peut pas, on n'arrive pas à deviner encore lorsque vous ne dites rien, lorsque vous nous laissez sans réponse si votre enfant sera présent. Donc s'il vous plaît, pensez vraiment à nous prévenir en cas de présence et même en cas d'absence. Prendre soin du matériel. Donc ça, je pense que c'est logique. La plupart de vos enfants jouent avec le matériel du club. Du coup, voilà, il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans le détail, c'est que c'est important. Avoir conscience des coûts financiers annexes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que malheureusement, donc, nos disciplines ne sont pas forcément beaucoup développées dans notre région. Donc, quand on doit se déplacer, on doit se déplacer loin. Pour certains, vous en avez déjà fait l'expérience. Donc, du coup, ça a un coût en essence, un coût, voilà. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Évidemment,
possibilité de tourner en termes de faire du covoiturage, donc que les parents enfin voilà, tel match c'est tel parent qui amène les enfants, tel match c'est tel autre, etc. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de faire des frais à déduire des impôts. Donc le club, donc normalement vous avez dû recevoir une fiche avec une fiche de frais kilométriques que vous remplissez avec le nombre de kilomètres et ça vous donne un total à la fin. Enfin, kilomètre, ça coûte tant de centimes d'euros et vous pouvez déduire ces frais-là engagés de vos impôts. Voilà, donc ça c'est super important, sachant que le club, évidemment, ne peut pas vous rembourser ces sommes-là. D'accord, c'est juste pas possible, on n'a pas les moyens de le faire. Chose importante, faites confiance au coach. Ils ont un mot d'ordre, d'accord, c'est de faire progresser tous les enfants, de faire progresser tout le monde. Chacun progresse à son rythme, ça vous le savez, mais le but du jeu pour les coachs, c'est de les faire jouer, de les faire progresser tous ensemble, d'accord. Faites-leur confiance, s'il vous plaît. Quand votre enfant ne joue pas à une position que vous estimez à laquelle il doit jouer, eh ben, si le coach en a décidé comme ça, décidé ainsi, c'est que c'est comme ça, d'accord? Ça a été réfléchi, c'est pour le bien, alors, pas forcément du joueur, mais pour le bien de l'équipe, hein, on reste quand même un sport collectif. Du coup, il faut penser à tout le monde et que chacun trouve sa place. Et, voilà. Donc, normalement, les enfants doivent toucher à tous les postes. Il y en a certains qui vont être plus à l'aise sur certaines positions que d'autres. Donc, j'entends notamment des postes typiquement troisième base ou première base où on est beaucoup en contact avec la balle. Si les enfants ont déjà une appréhension de la balle et enfin, ont un peu peur du contact, et ben forcément, on va éviter de les mettre sur ces positions-là. D'accord. Et voilà, on va les faire progresser à l'entraînement pour pouvoir, si vraiment ils veulent y jouer, pour pouvoir les y mettre. Enfin, voilà. Et ça vaut également pour les joueurs seniors. Hein. Si le coach ne vous sent pas sur une position, c'est que soit il est meilleur que vous à cette position-là, ou soit que vous n'êtes pas encore prêt. D'accord. Mais généralement, les coachs, si vous arrivez à leur prouver que vous avez votre place, ils n'hésitent pas à vous y faire jouer. Être respectueux, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est hors de question qu'un match se finisse ou un entraînement se finisse en pugilat, que ce soit des parents envers les arbitres, envers les joueurs, envers les coachs, ou voilà, ça, s'il vous plaît, c'est vraiment une règle très très importante. J'ai fait 16 ans de foot. C'est un sport que j'adore, mais je l'ai quitté et j'ai tenté d'y revenir ces dernières années, mais j'ai lâché l'affaire parce que justement, le manque de respect est juste quelque chose qui tue le sport et qui tue vraiment le plaisir qu'ont les enfants et même le joueur à venir jouer. D'accord, ça reste un jeu. Hein. Encore une fois, on ne joue pas la Coupe du Monde, même si on essaie d'être le plus compétitif possible, on n'est pas là pour gagner. Et le dernier point, donc être prêt pour les jours de match. Alors ça, c'est très simple. Hein, même si les enfants on essaie de les responsabiliser, qui préparent leur sac, vérifier ce qu'ils mettent dans leur sac, s'ils ont bien leurs gants, s'ils ont bien leur tenue, donc leur casquette, leur maillot, leurs pantalons, enfin vraiment qu'ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils ont pris un bon petit-déj ou un bon repas avant de venir au match, qu'ils ont un encas, de l'eau, enfin voilà, donc être prêt par rapport à ça. Alors c'est pas une préparation psychologique, hein, même si pour certains ça peut être nécessaire, c'est surtout en termes matériels. D'accord. Qu'on se retrouve pas arrivé au point de rendez-vous. Ah, moi j'ai oublié mon sac, j'ai pas mon gant. Ça, ça peut être difficile à gérer pour les coachs également, mais bon, je vous fais confiance là-dessus. Du coup voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai pas parlé trop vite, je sais que j'ai un débit de parole assez élevé. J'espère également que les règles du baseball sont un peu plus claires pour vous. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, donc soit en commentaire de cette vidéo, soit directement sur X-Training, donc sur la page Facebook. Voilà, c'est la fin de la première vidéo, la fin du premier tuto. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et ce sera à vous de me dire ce que vous voulez voir, notamment pour les plus expérimentés en termes de tutoriel. Voilà.
bonne fin de journée, à bientôt. Salut.